En sommaire ce soir, plus d'un millier de Maliens ont été expulsés de la Mauritanie ces dernières semaines, parfois dans des conditions inhumaines. Qu'est-ce qui est fait pour leur venir en aide? Mamadou Lamine Ban, membre du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, est l'invité du 1945. En perspective à l'Aïd el-Fitr, le gouvernement, à travers le programme Sungalo Solidarité, a procédé ce jour à la distribution des vivres aux plus démunis. Reportage dans un instant. Enfin, en culture, nos projecteurs sont braqués sur la diva de la musique Poular, Inna Baba Koulibaly. Elle fait sensation partout où elle preste. Madame, Monsieur, bonsoir. En Mauritanie, plus de 1800 migrants maliens ont été refoulés ces dernières semaines. Face à la situation, le gouvernement malien a exprimé son indignation et dénoncé ces actes qu'il qualifie de violations graves des droits humains. Des efforts sont en cours pour accompagner les victimes. Une délégation diplomatique a été dépêchée à Nouakchott afin de désamorcer la crise. Du côté de la Mauritanie, ces expulsions s'inscrivent dans une campagne pour renforcer sa sécurité intérieure et contrôler les flux migratoires d'après les autorités mauritaniennes. Pour en parler, j'ai justement le plaisir de recevoir un membre du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur en la personne de Mamadou Lamine Ban. Monsieur Ban, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes chargé des questions migratoires au Conseil des Maliens de l'extérieur. Monsieur Ban, la première question elle est relativement simple à poser en tout cas. Qu'est-ce qui est aujourd'hui, quelle est la situation aujourd'hui de nos compatriotes en Mauritanie? La situation, on peut la dire préoccupante. Après ce qui s'est passé, vous savez, le Mali et la Mauritanie partagent les liens géographiques et historiques. Et nous sommes liés par un accord d'établissement qui date de juillet 1963. Et donc cet accord d'établissement habituellement permettait aux Maliens et vice-versa, les Mauritaniens, de résider dans ce pays sans visa et sans carte de séjour. Mais les choses ont changé depuis 2014. En 2014, nous avons connu des vagues d'expulsion, 2014-2016, toujours en cette période entre le mois de mars et le mois d'avril, d'expulsion des personnes dites en situation irrégulière. Mais c'est que cette fois-ci, nous avons constaté l'ampleur est encore plus importante d'expulsion de nos compatriotes dans une ambiance où ces expulsions se passent le plus souvent, selon ce que nous est rapporté par le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur de la Mauritanie et par les organisations de droits de l'homme. Ce sont des rapatriements qui se font souvent dans des conditions de non-respect des droits élémentaires des migrants. Ce que nous désapprouvons, même si la Mauritanie en tant qu'État souverain a le droit de réguler ceux qui ont le droit de rester ou ne pas rester sur leur territoire. Alors, qu'est-ce que l'on reproche concrètement à ces Maliens? Et je sais qu'il n'y a pas que des Maliens, il y a d'autres pays qui sont également concernés de la sous-région. C'est seulement le fait d'être en situation d'irrégularité? Oui, officiellement, c'est ce qu'on nous dit, que c'est des situations d'irrégularité. Vous savez, ceux qui rentrent sont soumis à une fiche d'entrée et les autres à une fiche d'enregistrement de séjour. Mais ce sont des documents souvent qui sont payants et qui sont difficiles d'accès pour nos compatriotes qui ne trouvent pas souvent les moyens de prendre ces documents. Mais il faut mettre les choses dans leur contexte. Quand on considère le stock des Maliens qui est en Mauritanie, les gens qui sont régulièrement installés depuis de longues dates dans ce pays et qui ont fait souche sont estimés entre 30 et 50 000 personnes sans considérer les réfugiés. Donc ensuite, il y a les vagues de migrants qui traversent la Mauritanie pour les Caraïbes, pour aller aux îles Canaries, vers l'Espagne, etc. Et surtout peut-être sur cette vague-là, initialement, qui avait été concernée, mais aujourd'hui, l'ampleur fait qu'aujourd'hui, dans les opérations de police, il n'y a pas eu assez de discernement entre ceux qui sont présents légalement en Mauritanie, parce que des cas de personnes qui ont été pris dans la NAS alors qu'ils allaient tout juste faire des achats dans les boutiques ou bien aller s'occuper de leurs parents dans les hôpitaux ont été pris sans qu'ils ne soient
contrôlés au Ils n'ont pas préalable. pu justifier le fait qu'ils Voilà, sont ils n'ont pas pu, en ils n'ont pas situation pu de... justifier, n'ayant pas présenté immédiatement leurs papiers et donc étant des migrants régulièrement en Mauritanie, ils ont été pris dans cette nasse-là. Alors justement, qu'est-ce que vous faites, vous, au Conseil des Maliens de l'extérieur? Qu'est-ce qui est fait pour venir en aide à nos compatriotes qui sont dans cette situation que vous avez décrite, une situation parfois injuste? Vous savez, habituellement, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur a pour mission de protéger, de contribuer à la protection de nos compatriotes en lien et en complément de ce que font les autorités maliennes, notamment les missions diplomatiques et consulaires et le ministère des Maliens établis à l'extérieur. Nous jouons le rôle d'interface et nous transmettons les informations en temps réel au président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur à travers une cellule d'information et d'assistance de tout ce qui occure sur le territoire mauritanien. C'est la même chose que nous faisons ailleurs. Mais sur le territoire mauritanien, nous avons des représentants régionaux qui donnent en temps réel la situation des personnes qui sont interpellées, aussi bien dans cette opération que dans le cas des migrations vers la Méditerranée, les naufrages, les recherches des proches, etc. Et si nous faisons aussi de l'aide humanitaire, ça peut être de l'aide en vivre, non-vivre, de l'aide aussi pour assister les personnes en recherche de régularisation. Habituellement, c'est le rôle du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Bon, moi, cette fois-ci, peut-être que le bureau nouvellement mis en place a beaucoup mis l'accent sur les actions médiatiques qui sont certes importantes dans certaines situations, mais ici, je pense que beaucoup de choses auraient donc pu être faites en termes de retour des données, d'informations sur la situation de nos compatriotes vers les missions diplomatiques et consulaires et vers la centrale ici, ce qui peut-être n'a pas été très très efficace dans la protection et surtout qui a participé à une forme de médiatisation souvent émotive de la situation qui n'a pas facilité la gestion de la situation. Mais qu'à cela ne tienne, je pense qu'on a donné les bonnes informations dès le mois de décembre au ministre des Maliens établi à l'extérieur qui est parti en mission sous, la directive du président de la transition qui a rencontré les autorités mauritaniennes. Et après cela, il y a eu d'autres missions de la délégation générale des Maliens de l'extérieur, la conférence du président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur qui a recampé les choses, qui a donné la bonne information et surtout qui a invité au calme et à la sauvegarde des bons rapports qui existent dans le pays. En 30 secondes, qu'est-ce qui reste à faire? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on est en bonne voie pour sortir de cette crise, si on peut l'appeler ainsi? Je pense que nous sommes dans les bonnes voies parce qu'on a vu une deuxième mission gouvernementale conduite par le ministre, son Excellence, le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Maliens de l'extérieur, accompagnés par leurs proches collaborateurs qui ont été reçus en haut lieu par les autorités mauritaniennes. Et ce qui est en préparation aussi, c'est de mettre en place un dispositif pérenne d'accueil dans les zones de retour où il n'y avait pas ces dispositifs-là, parce qu'auparavant, c'était Gogé, la porte principale de sortie et d'expulsion, qui est aujourd'hui abandonnée par les autorités mauritaniennes. De plus en plus, c'est Kabou, c'est Melga, c'est Tafara, c'est d'autres localités. Aujourd'hui, avec la dernière mission menée dans la région de Caille, on a vu ce qu'ont pu faire les autorités, les chefs de village, les maires, le gouverneur, les préfets et sous-préfets. Il s'agit de coordonner tout ça, les actions des autorités gouvernementales et des acteurs non gouvernementaux comme la société civile et les organisations des droits de l'homme pour assister nos compatriotes et pour avancer sur la renégociation des accords de 1963 pour qu'on sache si réellement les choses vont rester en l'état en 1963 ou s'il y a une évolution, dans quel sens les Maliens peuvent rester. Et s'ils ne pouvaient pas rester, leur rapatriement doit se faire dans le respect de leurs droits. Merci infiniment Mamadou Lamine Ban. Je rappelle que vous êtes chargé des questions migratoires au Conseil des Maliens de l'extérieur. Vous étiez sur ce plateau pour nous éclaircir sur la situation de nos compatriotes en Mauritanie. La salutation et les remerciements, si vous permettez, du président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, M. Habib Silla, qui dit en bref aux Maliens de Mauritanie que vous n'êtes pas seuls, on est avec vous, avec les autorités.
Le message est passé. Sans transition, arrêt de travail du personnel du CHU Gabriel Touré depuis hier 28 mars et ce jusqu'à nouvel ordre. Ainsi en a décidé le syndicat du dit hôpital qui entend montrer son mécontentement suite à ce qu'il qualifie d'arrestation et d'incarcération irrégulière du professeur Broulaye Samaké. En conséquence, le comité a décidé que les malades ne seront plus admis sauf les cas les plus urgents jusqu'à la libération du chef de service d'anesthésie-réanimation, le professeur Samaké. Ce dernier a été arrêté cette semaine et placé sous mandat de dépôt. Nous y reviendrons bien sûr au cours de nos prochaines éditions d'information. Le Ramadan 2025 arrive à son terme, tout comme la seconde édition de l'opération Sungalo Solidarité. Hier, en commune 3 du district de Bamako, s'est tenue l'une des dernières ruptures collectives. Les organisateurs en ont profité pour renforcer la cohabitation interreligieuse entre musulmans et chrétiens en cette période de jeûne et de carême. Reportage de Soumaïla Fané. Dans le but d'accompagner les populations pendant le mois de Ramadan et de carême chrétien afin d'atténuer leurs souffrances, le gouvernement a initié l'opération Sungalo Solidarité. La deuxième édition, lancée le 2 mars, a enregistré ce vendredi 28 mars en commune 3 du district de Bamako l'une des dernières ruptures collectives. Les membres du gouvernement avec la population, ça veut dire que nous sommes un et indivisibles. C'est une grande famille, je ne cesserai de le dire. Donc ça prouve encore que nous sommes en famille. Nous devons prendre souvent le temps d'être ensemble, de manger ensemble, de prier ensemble, faire des bénédictions pour les membres de la famille, faire des bénédictions pour le pays, pour le monde entier. Depuis 3 ans, le Ramadan et le carême chrétien coïncident, offrant ainsi une belle opportunité de renforcer la cohabitation interreligieuse et de célébrer grâce à cette initiative de Sungalo Solidarité un vivre ensemble fondé sur le respect, la solidarité et la tolérance. C'est qu'on puisse vivre en communion et qu'on puisse être en union de prière pendant cette période de carême chrétien et de jeûne du Ramadan musulman. Donc Dieu, le Seigneur ne fait rien au hasard. C'est une coïncidence cette année et je pense que c'est l'occasion pour les Maliens d'être vraiment unis dans la prière, d'un même esprit, implorer la miséricorde du bon Dieu pour que la paix revienne dans ce pays, pour que en tout cas nous puissions avoir un pays apaisé et amorcer un processus de développement durable au Mali. Durant ce mois sacré, cette opération a permis d'enregistrer de nombreuses cérémonies de rupture collective et plusieurs milliers de personnes de toutes confessions se sont rassemblées en divers points du pays pour partager dans la communion et formuler des vœux pour la paix au Mali. Ramadan toujours à quelques heures de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du jeûne. Le gouvernement marque le coup à travers un geste de solidarité envers les déplacés les plus démunis. Ce samedi matin, les autorités ont procédé à la distribution de bœufs et de kits alimentaires, ce qui, comme vous pouvez vous en douter, soulage plus d'un. Reportage d'Ibrahim Babi. Sous un soleil ardent ce samedi 29 mars, le quartier de Sogoniko vibrait d'une effervescence particulière. Hommes, femmes et enfants s'étaient rassemblés remplis d'espoir et de gratitude pour la clôture de la deuxième édition de l'opération Sungalo Solidarité. Cet élan de générosité, organisé à l'occasion du mois sacré de Ramadan, a apporté un soulagement concret aux plus vulnérables. C'est dans une atmosphère empreinte de reconnaissance et de fraternité que 50 bœufs et plusieurs centaines de kits alimentaires ont été offerts aux personnes déplacées présentes sur place et aux familles démunies. Pour la clôture de Sungalo Solidarité, il y aura 50 bœufs aux déplacés, dont 20 ici, et dire que cette opération qui se passe simultanément dans les 6 régions où nous avons des déplacés. En plus de ça, nous avons prévu pour le Conseil national des personnes âgées, on leur donnera 2 tonnes de riz, 2 tonnes de mil et 10 cartons de dattes. En plus de ça, nous avons les PV-VIH. Donc à eux aussi, on donne 2 tonnes de riz, 2 tonnes de mil et 10 cartons de dattes.
C'est sous les tentes dressées pour l'occasion que les bénéficiaires repartaient avec des sacs bien remplis et des visages illuminés. Des prières étaient murmurées en guise de bénédiction pour les donateurs et les organisateurs. Aujourd'hui, je suis soulagé. Quelqu'un qui te donne un sac de riz, un sac de mil avec des dates la mois de carême, dans des moments les plus difficiles, tu ne fais que le remercier. Hein. Moi, je remercie beaucoup le gouvernement. Cette édition de Sungalo Solidarity s'achève dans un enthousiasme général, prouvant que la solidarité reste une valeur essentielle au Mali, particulièrement en ce mois béni de Ramadan. Le plus important, ce n'est pas la quantité de ce qui est donné, mais l'impact que cela a sur les vies, rappelait la ministre, la voix empreinte de sagesse. Alors que les derniers bénéficiaires quittaient les lieux, portant sur leurs épaules le poids des vivres, mais dans leur cœur la légèreté de l'espoir, une certitude demeurait, la solidarité malienne, malgré les épreuves, ne faiblit pas. Les 10 derniers jours de Ramadan sont les plus propices pour accomplir la Umrah, communément appelée le petit pèlerinage. Bien que n'étant pas obligatoire comme le Hajj, la Umrah reste un rituel spirituel très pratiqué. En 2024, l'Arabie Saoudite a enregistré plus de 6 millions de pèlerins, ce qui lui a rapporté plus de 3 000 milliards de francs CFA. Ce nombre est en constante augmentation. Comment l'expliquer? Le reportage d'Assetou, le reportage d'Aminata Keita nous en dit davantage. Dans l'islam, la Umrah est une forme de pèlerinage à la ville sainte de la Mecque en Arabie Saoudite. Contrairement au Hajj qui se fait à une période spécifique, notamment pendant le dernier mois de l'année musulmane, la Umrah peut se faire tous les mois de l'année. Il est recommandé de la faire pendant le mois de Ramadan. Et chaque semaine, l'Arabie Saoudite met sur la plateforme un quota pour chaque pays. Et dès que le quota est mis à la plateforme, soit c'est 200, soit c'est 150, si c'est fini, vous allez attendre la semaine prochaine et c'est au fur et à mesure. Donc il n'y a pas un quota fixe. C'est pour cela que vous trouvez que voilà, les gens qui vont seulement pendant le mois de Ramadan faire la Umrah, ça dépasse 20 millions. Or que pour les Hajj, en tout pour tout, ça tourne autour de 3 millions. Et les visas même électroniques, on peut avoir les visas Umrah. Et 24 heures, sinon plus de 72 heures, voilà, tu as ton visa pour aller faire la Umrah. En islam, la Umrah n'est pas une obligation. Son but est de se rapprocher d'Allah et d'obtenir sa récompense. Ceux qui accomplissent ce voyage spirituel purifient leur corps, leur cœur, leurs âmes et leur esprit de leurs péchés passés. Quand on parle des questions de la croyance, parfois c'est pas facile d'avancer les coups, parce que dans ce cas, les bénéfices qu'on gagne sur les plans religieux priment sur vraiment les coûts économiques qu'on voit. Parce que quelqu'un qui croit à la récompense divine, quelqu'un qui croit que le jour du jugement, avec ses actes, on peut rentrer dans les paradis, dont les quelques millions ne lui paraît rien par rapport à ce qu'il va gagner dans les jours derniers. Ça, c'est un aspect. Il y a un deuxième aspect aussi. Il est dit dans les textes, quand on fait Umrah et Hajj, donc les invocations sont exaucées là-bas. Et aussi, quand on fait Umrah et Hajj, donc ça contribue vraiment à effacer la pauvreté. Au Mali, le montant déboursé pour effectuer une Umrah s'articule entre 2 600 000 et 2 800 000 francs CFA. Ce sont uniquement les agents de voyage privés qui organisent la Umrah. La branche gouvernementale n'organise aucun voyage, mis à part le Hajj. Pour le moment, la maison des Hajj n'organise pas la Umrah, malgré que les textes nous autorisent à organiser. Mais pour le moment, c'est seulement les privés qui l'organisent. Quand vous déboursez ça, vous avez droit, par exemple, à un billet d'avion, plus le visa, l'hébergement en Arabie Saoudite, bien sûr encadré par un guide religieux, plus la nourriture. Cette année, le Hajj ou pèlerinage à la Mecque se déroulera en juin 2025. Mis à part le mois de Ramadan, selon les spécialistes, les 4 mois suivant le Hajj, notamment juillet, août, septembre et octobre, sont considérés comme la période idéale pour accomplir la Umrah. Pour en savoir un peu plus sur le business de la Umrah, on vous donne rendez-vous ce mardi 1er avril à 20h20 sur TM1 dans le cadre de l'émission Entreprendre où vous aurez plus de détails.
Hors de nos frontières, en Guinée, l'ancien président Moussa Dadis Camara a été gracié pour des raisons de santé par le président de la transition, le général Mamadou Doumbouya. L'information a été rendue publique à la télévision nationale hier vendredi. À la tête de la Guinée pendant 12 mois entre 2008 et 2009, Moussa Dadis Camara avait été condamné le 31 juillet 2024 à 20 ans de réclusion pour crimes contre l'humanité dans le cadre du procès du massacre du 28 septembre 2009 au Grand Stade de Conakry où plus de 156 personnes avaient été tuées. Culture pour finir, Ina Baba Coulibaly, c'est l'une des artistes Peul les plus tendances. Avec sa voix unique, son style atypique, elle raconte le Mali et sa particularité. L'immersion dans le monde culturel poulard nous est présentée par Assetoumani Coulibaly. Qui n'a pas entendu cette chanson culte de celle qu'on appelle Ina Baba Coulibaly? Native de Dili, cercle de Koulikoro, issue d'une famille de chanteurs, Ina Baba n'a ménagé aucun effort pour s'imposer et avoir sa place auprès des grands artistes connus à l'échelle nationale et internationale. Malgré les difficultés du fait d'être une femme chanteuse dans une famille hostile, la diva Poular, puissante et émotive, a su suivre son destin. Oenaraka do tumbe dili kumanda ako dugu mumbi e bakuno ko bina 22 septembre fo dugu kele ko dugu to ko magana ninanta ni asera ni umata bi gardi bilan nu makata nu nofe uya musonanta ne kera nanay ne a dongili damina dongil ni halsa ne bado dongil ni ama bone konola mote ne batumbe dongil da folfolta akorke aya fenta ka dama kanna ya kamina ko ni mo ko ya dongil da wat si chama soro am fe keran ne ka dongil keran ci ko demsen. Sa carrière artistique, qui a débuté il y a plus de 10 ans, cette icône de la musique malienne a plusieurs albums à son actif. Ses chansons parlent d'amour, de reconnaissance, de paix et bien d'autres, tout en mettant en avant les cultures traditionnelles, d'où d'ailleurs la diversité des langues. Toute chose qui lui a valu plusieurs collaborations avec des artistes renommés comme Ali Farka Touré et bien d'autres. Nia album sabawala nani bo pari samba gangelia bo album nani wala album nia chamambo bamako ya nani Farka dongi dani Amar Jaliba ako feta nani siraka ana dongilda ñewon fe dobi filen fo nebi dongilda la fo Après 10 ans à Paris, Ina Baba est de retour au Bercail. Malgré son âge, elle continue de prester lors des mariages et festivals sur invitation dans certains pays comme le Sénégal et bien d'autres pays de la sous-région et européens. Halisa hali samedi jamun temena antumbe seku ferna barika capital pulak antum sigilen do capital pulak fulo chamanchela yani wele ka micro dia nya dongilda ntirna ka dongilda halisa jibi minoko wo. Quant à la relève, une de ses filles entend bien l'assurer. Il s'agit de Awa Poulo, qui a déjà à son actif plusieurs titres, tant en Soreille, en Soniké qu'en Bambara. Ina Baba Coulibaly captive l'attention de ses mélomanes, ce qui lui a valu de recevoir des distinctions nationales et internationales, notamment à Paris. Ni mama bane, Allah agabane, et Allah agabane. Sore okoteni ikulu kusar zeine ono igulu nesexne ono.
C'est sur cette magnifique voix de Ina Baba Coulibaly que nous refermons cette édition d'information que j'ai pris plaisir à vous présenter. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité, particulièrement à Conakry, en Guinée.